Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas envoyer ton histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La chaîne c'est DMG TV. On a deux chaînes YouTube. La deuxième c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Et voilà. Donc, on va écouter les histoires mystiques d'aujourd'hui. C'est l'histoire de WhatsApp. Si tu viens d'arriver, si tu tombes sur la page pour la première fois, abonne-toi. Et si tu es là depuis, tu regardes sans t'abonner, abonne-toi. Hey! Donc, liker, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci de donner la force. On va écouter la première histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si l'histoire une vous a marqué, vous marquez H1. Voilà, fait comme ça. C'est l'histoire 2, l'histoire numéro 2, H2. Voici ce que j'ai retenu et tout, ainsi de suite. Donc, écoutez l'histoire attentivement, s'il vous plaît. Toc, 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 toc. Bonjour, bonjour la grande famille DMG. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je me porte assez bien. Dieu fait grâce. Bon, aujourd'hui, j'aimerais encore vous partager une histoire. Je pense, lors du premier message que j'ai envoyé, j'avais parlé du fait que je voyais, lorsque j'étais enfant, des choses que tous les autres n'arrivaient pas à voir. Et je vais juste encore prendre une autre partie. Et il y a de cela plusieurs années en arrière, après que mon père ait prié pour moi, pour que j'arrête de voir des choses, il m'était arrivé une autre... comme je l'avais si bien dit, je voyais des choses, pas étant éveillée, mais lorsque j'étais endormie. C'est comme ça qu'un jour, alors qu'on avait perdu une de mes petites sœurs, elle avait 8 ans. On venait de la perdre, je pense que ça faisait 2 ou 3 ans plus tard, je sais pas. Mais des années étaient déjà passées. Donc je me retrouvais dans un rêve à jouer dehors, seule, comme d'habitude. Et une voix qui ne m'était pas inconnue était encore revenue. Car souvent, j'entendais une voix d'homme qui s'adressait à moi. Donc c'est comme ça que la voix s'adresse encore à moi. Bon, la voix appelait le prénom de ma petite sœur décédée. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après, à un moment, j'ai dit, mais pourquoi tu l'appelles? Tu sais qu'elle est morte, non? C'est pas comme si elle était encore vivante. Elle est morte, laisse-la tranquille. Après, à la voix de me répondre, ah ok, donc tu sais que ta sœur est morte. Alors toi qui m'écoutes, pourquoi tu ne fais pas ce pourquoi je t'ai envoyé sur Terre? J'ai dit, ah, toi tu m'envoyais faire quoi sur Terre? Est-ce qu'on se connaît? Tu m'envoyais faire quoi sur Terre? Je ne faisais que répéter cette question. La réponse, je ne l'ai jamais reçue. Et j'étais dans un rêve. Je me suis réveillée, mais j'étais toujours dans un rêve. Lorsque je me réveille, je commence à me questionner. Je dis, oh, c'est quoi encore le problème? Maintenant qu'il veut encore me demander ce que je suis censé, on dit ça comment? Ce que je suis censé faire, tandis que je ne sais pas de quoi est-ce qu'il parle. Donc, j'ai commencé à me disputer dans le rêve avec la voix. Je me disputais avec la voix dans le rêve pour essayer de tirer les vers du nez, mais je n'ai pas reçu de réponse. Les seules réponses que je recevais, c'est toi-même, tu sais, tu vas comprendre, tu sais, tu vas comprendre. Ça a tourné un peu autour de ça. C'est comme ça que je me réveille. Quand je me réveille, encore, et là, je m'étais bien réveillée, j'ai pris peur. J'ai demandé qu'est-ce que cela signifiait et pourquoi est-ce que la voix là revenait encore, vu que je dois avouer que ça avait déjà fait, je pense, 2 à 3 ans. Ça avait déjà fait 2 à 3 ans que je n'avais fait de rêve ni entendu de voix.
Donc je comprenais que ça allait encore être des jours où il est pour moi. C'est comme ça que je me réveille. À mon réveil, j'entends la voix qui continue à me parler, bien qu'étant éveillée normalement. Comme je sais que depuis toujours, je n'ai pas une très bonne mémoire, je pense que vous le constaterez également parce que, enfin, c'est pas là-bas. Donc, j'ai pris le stylo et la feuille, j'ai essayé de reproduire tout ce que j'entendais de la voix. Et là, je ne répondais pas, je ne disais rien. Je rédigeais seulement ce que j'entendais. Quand quelqu'un venait auprès de moi me poser une question, je peinais même à répondre parce qu'il fallait que j'écrive tout ce que j'entendais. Et les propos que j'entendais tournaient autour, on va dire, de la fornication, des enfants hors mariage, du lesbianisme, de l'homosexualité. Ça tournait autour de ça, que c'était pas normal. Donc, lorsque j'ai terminé avec, le jour là est passé. Parce que lorsque ça commence, c'est pas en une journée que ça va se terminer. C'est au moins 2 ou 3 semaines que je ne dors pas. Lorsque je dors encore une autre fois, lorsque je m'endors encore, je pense que c'est dans la journée. C'était dans la même journée. Je m'endors. Je vois d'abord que j'étais couché sur un lit de mort. Donc moi-même, j'étais déjà décédé. Je suis décédé. On met une dentelle noire sur moi. Une dentelle noire. On étale ça sur moi. Après, la voix, la même voix, me dit, dis à tes parents de ne pas appeler les pompes funèbres parce que tu n'es pas encore morte. Il faut qu'on aille quelque part. J'ai voulu faire comprendre à mes parents que je n'étais pas décédée. Malheureusement, dans le rêve, j'étais déjà décédée. Les gens pleuraient, ils étaient en train d'appeler les pompes funèbres et tout consort. Lorsque j'ai vu que personne ne m'écoutait, j'ai dit à la voix, mais lorsque tu me demandes de leur parler, tu ne vois pas qu'ils ne m'écoutent pas. Personne ne semble m'entendre. Lorsque je l'ai dit, une main m'a saisi par le bois et je suis entendu. Dans ce cas, allons. On est parti. Quand on part, je trouve au moins, je dis bien au moins si c'était insuffisant, c'était au moins 40-50 cercueils de pasteurs avec des toges noires et leur col blanc là, dans les cercueils. Ils étaient tous allongés. J'avais reconnu plusieurs, parmi lesquels mon père. C'est comme ça que je dis, c'est quoi ce problème? C'est quoi ça? À la voix de me dire, voilà ce qui va arriver, vu que ils ne comptent pas, ils ne veulent pas respecter l'engagement qu'ils ont pris. Alors ils devront passer par là. J'ai dit, maintenant, pourquoi est-ce que je viens voir ça? Moi, je ne suis pas pasteur. Papa est pasteur, c'est lui qui a pris l'engagement. Toutes ces personnes-là, je tairai les noms, mais je les appelais tontons tous parce qu'ils étaient souvent avec papa, les tontons tels, les tontons tels, les tontons tels. Eux, ils ont pris l'engagement. Pourquoi est-ce à moi que tu vas montrer ça? Je me suis réveillée. Et dans la même journée, enfin le matin vers 11h, oui, le lendemain matin vers 11h, on me dit mon père est décédé. Pour moi, c'était, vu qu'on est africain, moi j'ai pensé que c'était une manière pour mon père de venir me dire, en fait, je suis en train de partir. Donc j'ai banalisé. Après ce rêve, j'ai encore fait un autre. C'est tellement confus. Mais je sais une chose, après que j'ai fait le rêve des pasteurs, après le décès de mon père, bien sûr, au moins 15 sont passés. Il ne s'agissait pas seulement des pasteurs de l'église évangélique du Gabon, non, mais de tous les pasteurs du Gabon. Peu importe. Il y avait des pasteurs de Béthanie, des églises de Reveil, enfin,
les églises de réveil et les églises dites mortes qui mouraient comme des mouches. Ils tombaient, ils tombaient, ils tombaient. Lorsqu'il y a eu le premier décès, c'est-à-dire mon père, j'ai laissé passer le deuxième, le troisième, le quatrième. À un moment, j'ai pris peur. J'ai dit non, 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 là, c'est plus normal. C'est là où je suis allée en parler avec ma mère. J'ai dit, ah maman, voilà ce qui se passe, je pense, ça a recommencé. Elle m'a dit, si ça a recommencé, fais ce que tu fais toujours. J'ai appelé un pasteur de l'église Bethany de Bitam. Je l'ai appelé, j'ai essayé de lui dire, pas j'ai essayé, je lui ai relayé l'information que j'avais reçue et ce que j'avais vu. J'ai appelé des pasteurs de l'église évangélique également. Ils sont arrivés à la maison, je pense à 3 ou 4 comme ça. J'ai également relayé l'information, on a prié, on a fait un travail. Et grâce à Dieu, je pense ça s'est arrêté. C'est vrai qu'actuellement, les pasteurs décèdent toujours, mais ce n'est plus comme à l'époque lorsqu'ils tombaient comme des mouches. Je pense que je peux d'abord m'arrêter là pour cette fois. Merci. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Allô, bonjour Dame G. Bonjour la famille DMG. Et je voulais te dire déjà tout d'abord merci pour l'émission. Et aussi merci à toutes les personnes qui racontent leur histoire parce que vraiment, non, c'est très intéressant. C'est intéressant pour la vie. Oui, ça éveille, ça nous réveille un peu. Et ce qui est encore plus beau, c'est voir toute l'Afrique réunie. Voilà. Tout le monde, pareil. C'est parfait. C'est vraiment, pour moi, c'est ça le cerise sur le gâteau. Et que cette émission continue vraiment à aller de l'avant et que Dieu soit au contrôle. Et je viens là pour raconter deux histoires. Je vais d'abord raconter une. Bon. Mon histoire, c'est moi-même qui l'ai vécue. J'avais entre 7 et 10 ans. Et là, il y avait nos voisins, donc des voisins, des copines, qui avaient perdu leur grand-père. Je suis gabonaise, qui a perdu leur grand-père. Et là, le jour que nous, on va voir, genre comme les enfants, il y a les décès, il y a la bagarre, vous savez, les enfants se groupent souvent et ils sont en train de regarder. Et j'étais là en train de regarder mes copines, avec mes soeurs et tout. On est parti regarder le corps. Et le soir, on devait enterrer le corps. C'était leur grand-père. Et là, ma grand-mère, je lui vois, elle m'appelle. Vraiment me gronder, quoi. Je sens que, j'ai encore fait quoi, hein? Quand j'arrive, mes copines aussi viennent. Elle me dit, tu allais chercher quoi là-bas? Tu allais chercher quoi là-bas? Je dis, mais je regarde et en plus de ça, je ne suis pas seule. Il y a aussi mes soeurs là à côté. Donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y a que moi tu parles, mais il y a aussi les autres qui sont là. Quand je lui réponds comme ça, elle me dit, toi-même là-bas. Et elle fait un petit sourire. Je trouve ça bizarre. J'avais les enfants. On ne peut pas plus regarder le truc, on va maintenant jouer. On joue. Le soir arrive, comme partout, quand il y a les décès, les gens ont peur. Les gens restent à la maison. Et tout. Et là, on allait se coucher. Moi, j'ai dit aujourd'hui, je dors au milieu. Déjà avec la peur du décès et ce que la vieille a fait, la grand-mère a fait là, ça m'a un peu tiqué. Et j'ai dit, moi, je dors au milieu aujourd'hui. On dort avec les lumières, les ampoules là.
Elle dit, ah, qu'est-ce qui va arriver? On dort dans la lumière et tout. On allait dormir tôt, vraiment. Le quartier était d'un calme comme pas possible. Je suis gabonaise. Hein. Et au milieu de la nuit, quelque chose me réveille. Et aussitôt, je regarde au bas de mes pieds. Parce que c'est là-bas, c'est quelque chose qui m'a réveillée. Et quand je me réveille, non, mais je suis choquée. La voix elle ne sort pas. Je regarde comme ça, je vois le monsieur qui est couché là, qui était couché. Je le vois. Il est debout, avec les mains écartées, comme quelqu'un qui veut t'attraper vraiment devant le lit. Il était debout devant le lit, la bouche remplie de sang. Les yeux étaient sortis comme les aubergines, avec les veines. Il était habillé en noir, les habits bizarres. Je sais même fait... La voix est partie aussitôt, je me suis tournée. Et après, vous savez, quand vous voyez quelque chose comme ça, vous vous dites, est-ce que c'est vrai? Non. Je rouvre encore les yeux, je regarde donc le niveau de la porte, donc du côté gauche, du côté droit, où se trouvait la porte. Je regarde, il est encore là. Hey! J'appuie ma soeur, j'appuie pour qu'elle se réveille avec moi et elle regarde et elle et moi on voit ce qui se passe. J'appuie, il ne bouge même pas, il ne se réveille même pas. Je me retourne, je regarde maintenant le plafond. Il est là, couché comme quelqu'un qui dort, couché, mais suspendu en l'air. Aïe. Je me retourne encore, je mets ma tête en face du lit. Donc, ma tête, je regarde le matelas, les yeux fermés. Je suis là en train de crier. Vous savez, les enfants, je suis là avec la peur. J'ai fait pipi sur le lit. Et je me suis endormie. Le matin, je me réveille. Mes soeurs s'étaient déjà réveillées. Et là, je sors. Et quand je sors, je suis pris d'une colère. Je suis pris d'une colère contre ce monsieur-là. Vous savez, les enfants sont très courageux. Hein? Les enfants, non. Quand tu es enfant, quand même, tu as cette chance-là. Je sais pas. Je suis pris d'une colère. J'ai dit non, il faut que... C'est comme une colère, comme quelqu'un qui veut régler ses comptes. Voilà. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu veux régler ses comptes. C'est ça. C'est le sentiment que j'avais. Et tout de suite, je suis allée derrière. Je suis allée parce que derrière, il y avait mon petit frère qui était décédé. Donc, je me suis mis là, à son niveau. Et le monsieur, il était de l'autre côté. Donc, je le voyais. Mais il y avait une barrière de famille, chacun de son côté. Et là, je commence, oui, c'est toi qui es venu la nuit, tu es venu faire quoi dans la chambre, tu es venu faire quoi chez moi, tu es qui? Je commence à l'insulter, imbécile, tu es venu faire quoi chez moi, je ne te connais pas, tu es venu faire quoi, mais tu es venu faire peur à qui? Oh, regardez-moi sa bouche sale, les gars, ses gros yeux, on dirait... Oh. J'ai commencé à l'insulter, insulter ses habits, insulter tout ce... Vous savez, les enfants. Les insultes des enfants. J'ai insulté l'homme là. Tu reviens encore ce soir si tu essayes encore de venir. Mon petit frère va te bastonner. Tu es qui? Essaye encore de venir ce soir. Essaye encore de venir encore ce soir. Mon petit frère va te taper. Comme mon petit frère qui est décédé. Et je signale que moi, j'étais un enfant. Quand j'étais petite, j'étais en communication avec mon frère qui est décédé. Donc, quand moi, j'allais parler avec lui.
Souvent, quand maman fait à manger, elle nous disait, allez-y déposer, je n'étais pas seule, on va déposer la nourriture et tout. Mais je suis celle-là qui restait souvent plus longtemps. Je racontais avec lui et je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Et j'avais quand l'impression, j'étais incomprise, hein. Et la personne qui me comprenait le mieux, vraiment, quand j'étais petite, je voyais que c'était mon frère. Voilà. Donc, je ressentais sa présence. Je marche comme ça. J'allais souvent rester dans des endroits vraiment isolés, seule, quoi. Seule. Mais je sentais quelqu'un qui marchait derrière moi. Je savais que c'était lui. Et là, je prends les cailloux, je commence à jeter sur sa tombe. Les cailloux, je jette sur sa tombe. Les bois, je jette sur sa tombe. Et puis encore, essaye encore de venir ce soir. Essaye encore de venir. Tu vas voir, mon frère va te frapper. J'étais en colère. Je voulais vraiment régler mes comptes. Et quand j'ai fini, je suis rentrée, j'en suis repartie à la maison. Je vous jure, je n'ai plus jamais revu cet homme. Il n'a plus. J'ai vu encore des membres de leur famille décédés, mais lui, plus jamais. Mais je les voyais comme ça, quoi, qui passaient, mais lui, je ne l'ai plus jamais revu. Et les bois et les cailloux, les parents, parce qu'il y a des grands enfants, ils ont parlé de ça. Mais qui a fait ça? Vous imaginez, quelqu'un qu'on a enterré ses premières nuits, on vient trouver les cailloux, ils viennent trouver des cailloux, les bois sur sa tombe. Ils ont parlé, oh ça c'est quoi ça? C'est qui a fait ça? Ils ont enlevé et tout. Oui, ils ont enlevé. Mais voilà, c'était mon histoire. Et c'était mon histoire que j'ai vécue. Vraiment, c'était ça mon histoire. Et si tu me permets, je vais raconter la deuxième maintenant histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour, bonsoir à toute la communauté DMG. Voilà, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter mon histoire. Donc, je m'excuse déjà pour tous les bruits ambiants. C'est vraiment indépendamment de ma volonté. Voilà. Donc, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est mon histoire. Cette histoire s'est passée il y a plusieurs années. Je me rappelle que j'étais en classe de seconde, j'avais 17 ans. Je venais à peine d'entrer dans mon deuxième trimestre. Et par la grâce de Dieu, j'avais très bien travaillé mon premier trimestre et tout. Donc, c'était vraiment des belles années pour moi. Et je ne peux pas imaginer que ce qui m'est arrivé devait m'arriver. Donc, comme je disais, j'avais 17 ans. Et avant que je ne tombe malade, je me rappelle qu'il y avait une de mes tantes qui était venue nous rendre visite. Elle cherchait ma mère. En fait, elle s'est arrêtée à 100 mètres de la porte principale. Et moi, j'étais assise dehors. J'étais assise à l'escalier qui était en face de la maison et tout. Et elle m'a dit bonsoir. J'ai répondu bonsoir. Après, elle m'a demandé, ta mère est là? J'ai dit non, elle n'est pas là. Après, elle a dit ok, je vais repasser. Je vais repasser. J'ai dit ok. Elle est partie aussi rapidement qu'elle est arrivée. Sincèrement, elle est arrivée juste comme ça et elle est repartie juste comme ça. Je me suis dit ok. Je ne me rappelle plus trop si j'avais dit à maman qu'elle était passée ou pas. Ça, sincèrement, je peux pas me souvenir. Ça remonte vraiment. Ça remonte vraiment. Et quelques jours après, je suis tombée malade. Je me réveille un matin, je vais en cours. Et je me rends compte que j'ai les yeux totalement jaunes. On me faisait remarquer, mais pourquoi tes yeux sont jaunes? Pourquoi, etc. Je me disais que, je sais pas. Sûrement, j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé. Peut-être que c'est une allergie, un truc dans ce sens. C'est ce que je me disais au début, en fait. Mais les jours qui ont suivi, autant pour moi, ma santé a s'est dégradée. Ça ne faisait que se dégrader de jour en jour. Et à un moment donné, je me disais que c'était peut-être le palu parce que je vomissais, voilà. J'avais de fortes fièvres. Je vomissais et après à un moment donné, une semaine ou 10 jours après, j'ai commencé à pisser le sang. C'est là où j'ai commencé à m'inquiéter en fait. J'ai dit à ma mère que non, ça c'est pas le palu, il faut que j'aille à l'hôpital. Maman était très confiante parce qu'elle utilisait des médicaments traditionnels. Je pense qu'elle ne pouvait pas savoir exactement ce qui se passait. Mais je me rappelle que un matin, j'ai dit non, je ne peux pas rester à la maison comme ça. Il y avait un de mes voisins qui était là et qui a pris sur lui la responsabilité de m'amener à l'hôpital. Il m'a amené à l'hôpital le jour J. Quand on arrive à l'hôpital, mon beau-père a suivi derrière nous. Dès qu'on arrive à l'hôpital, on était au service des urgences. Et l'infirmier qui était là
a carrément balancé à mon père une phrase en disant que non, mais pourquoi vous l'avons mené ici? De toute façon, elle est déjà morte. Je me rappelle que j'étais mi-consciente et mi-inconsciente. J'avais les yeux à demi ouverts, en fait. J'avais vraiment la sensation de partir. J'avais vraiment l'impression que là, c'était la fin de ma vie et tout. Donc, il y avait un autre infirmier qui disait que non, comment tu peux parler comme ça et tout, etc. Bon, c'était juste pour ouvrir une parenthèse. Donc, ensuite, on m'a transporté en réanimation. On m'a emmené en réanimation parce que j'étais vraiment, vraiment déjà en train de partir. Je me rappelle que j'avais fait 3 jours. 3 jours en réanimation. Non, 2 semaines, autant pour moi, excusez-moi, 2 semaines en réanimation. Voilà, j'étais là, j'étais en réa et tout. Sincèrement, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et on m'avait découvert avec une maladie, l'hépatite B. Cette hépatite B a causé des dommages pas possibles dans mon corps, dans mon système digestif. Donc, je n'arrivais plus à manger normalement. J'avais de l'eau dans mes poumons et mon cœur ne battait plus normalement. Il a fallu qu'on me place un cathéter sur la cuisse pour que je puisse faire des dialyses. Faire des dialyses afin que tout puisse revenir à la normale. Mes reins c'était pas possible. Tous les examens revenaient catastrophiques en fait. Et les médecins se posaient la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette jeune fille? Pourquoi à son âge en fait, elle a ce genre de maladie? Parce que je crois qu'à l'époque, c'était pas des choses qu'on voyait de manière commune sur un enfant de 17 ans. Pourquoi je vais me retrouver avec une hépatite B? Une hépatite B, voilà, une hépatite B, donc voilà. Donc, pour raccourcir l'histoire, je me rappelle qu'un matin, j'étais partie faire une dialyse et le médecin qui s'occupait de ma dialyse m'a fait faire des examens avant que je ne procède à la dialyse. Donc, j'étais là, j'étais assise sur le lit. J'étais déjà habituée, sincèrement, habituée à tout cet univers-là. On me connaissait même déjà, les infirmiers me connaissaient, les gardiens me connaissaient et tout, parce que j'avais quand même fait plus d'1 mois à l'hôpital. Donc, excusez-moi, donc j'étais là, sur le lit, attendant de faire ma dialyse, comme d'habitude. Et le médecin m'a regardé, il a cligné des yeux, il a froissé de ses sourcils, genre, avec un air étonné. Après, il m'a demandé d'attendre, je suis restée là, j'ai attendu. On est parti au service des dialyses, à l'accueil, pour chercher mon dossier. Parce que j'avais un dossier là-bas. Le médecin a demandé qu'on cherche mon dossier parce que les résultats qui sont tombés étaient favorables dans le sens où tout était redevenu à la normale. Tout était redevenu à la normale. Donc, le médecin se posait la question, comment est-ce que ça a pu se passer en fait? Donc, les dames ont cherché mon dossier. Elles n'ont pas trouvé le dossier en question. Désolée pour le bruit, je vais devoir me déplacer. Voilà. Elles n'ont pas trouvé mon dossier et tout. Donc, après, le médecin m'a demandé de remonter dans ma chambre. Moi, je me disais qu'il y avait sûrement un souci parce que tout ça, je n'ai su ça qu'après. Je me suis dit que non, qu'est-ce qui va encore se passer? Voilà, c'est sûr que c'est la fin et tout. À un moment donné, j'avais totalement perdu espoir. C'est vrai que j'étais joviale au début, mais j'avais perdu espoir. Je suis remontée dans la chambre. Quelques minutes après, les médecins sont rentrés dans la chambre. Il y avait les médecins, il y avait les internes. Je me rappelle qu'il y avait le médecin principal, dont je me rappelle encore du nom, mais je préfère taire son nom par discrétion également. Il était là, il m'a posé des questions, etc. Après, il m'a regardé de manière intense. Après, il m'a dit que ça ne peut être autre chose qu'un miracle. Et ensuite, ils sont tous sortis. Comme ça, je me suis dit que, qu'est-ce qui ne va pas? Et le médecin qui était en charge de mon cas est revenu après dans la salle me dit que non, tu es guéri. Je suis restée genre, comme si je n'ai pas entendu en fait le mot guéri. J'ai dit non, c'est pas possible. Guérir, c'est-à-dire, il a essayé de m'expliquer que non, tout est redevenu à la normale. On a fait des examens de sang. Parce qu'après, on m'a encore fait refaire d'autres examens. On m'a fait des examens de sang, tout est devenu à la normale et tout. Vraiment, c'est un miracle. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, etc., etc. J'étais là comme mi-joyeuse et mi-suspicieuse. Je ne savais pas dans quel état d'esprit je devais me mettre. Ensuite, les parents sont arrivés, maman est arrivée, elle était tellement contente et tout et tout. Ils ont signé la décharge parce que je devais sortir quelques jours après, je crois 2 ou 3 jours après. Mais je dois avouer quand même que avant que je ne puisse être totalement guérie, au-delà du fait que les gens ont prié pour moi, les gens venaient dans ma salle, dans ma chambre pour prier pour moi, la famille priait pour moi, les amis, les camarades de classe priaient pour moi et tout, etc. Tout le monde a vraiment été bien envers moi. Je dois avouer que, comme je le disais, à la veille, j'avais fait une petite prière, vraiment une prière de rien du tout. Peut-être de 30 secondes, j'ai seulement dit à Dieu que Seigneur, si tu me sors de cette situation, j'ai dit Seigneur Jésus, si tu me sors de cette situation, je veux te servir jusqu'à la fin de ma vie.
C'est tout ce que j'ai dit. Et je me rappelle que j'étais en larmes ce jour, après je me suis endormie. Mais ensuite, je me suis vue sur le lit de l'hôpital, mais de haut en fait, je me voyais moi. Il y avait 4 anges qui étaient aux 4 coins de mon lit. Et ils ont en train de procéder à une sorte d'opération. Ils me touchaient, etc. J'ai eu même l'impression qu'ils ont remplacé des organes, un truc dans ce sens en fait. Mais je m'étais réveillée le lendemain matin. J'avais des œdèmes aux pieds. Quand je me suis réveillée le matin, les œdèmes avaient disparu. Avant même que je n'aille faire la dialyse en fait. Ça avait disparu. Je me suis dit que bon, peut-être que ça s'est juste dégonflé comme ça parce que j'avais totalement oublié d'avant ce rêve-là. C'est quand j'étais rentrée à la maison que je m'étais rappelé que j'avais fait ce rêve également et tout. Donc quand je suis rentrée, j'ai rendu grâce à Dieu, etc. et tout et tout. Mais la partie la plus mystique, c'est que quand je suis revenue à la maison, le lendemain, je me suis rappelé que j'avais fait un rêve aussi la veille du jour où je suis tombée malade. Dans ce rêve-là, je ne sais pas si c'était un rêve ou une vision ouverte, je ne sais pas trop comment expliquer ça. J'étais allongée sur mon lit, sur le dos. Et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la silhouette d'un homme juste en bas du lit, à côté du lit. Le monsieur me regardait droit dans les yeux. Et ce que j'ai remarqué, c'est que son regard était comme des lasers verts. Ça m'a directement touché dans les yeux en fait. Et ensuite, j'ai refermé les yeux, je me suis rendormie. Mais curieusement, ce souvenir n'est revenu que lorsque je suis revenue chez moi, que je me suis retrouvée dans la même position. Et que voilà quoi, je me suis dit que non, ça je ne m'en souviens pas. Pourquoi c'est maintenant que je m'en souviens? Donc voilà, je ne sais pas si c'était une histoire mystique, mais je sais une chose, c'est que cette maladie ne peut pas venir comme ça du jour au lendemain. Je me pose toujours des questions aujourd'hui. Je me suis dit par la suite que peut-être que je me suis retrouvée à marcher sur quelque chose. C'est ce qui se disait dans les coulisses, dans la famille, que non, elle a marché sur un fils nochu qui n'était pas destiné. C'est pour ça qu'elle a eu la grâce d'être en vie. Je pense que ce fils nochu n'était sûrement destiné à ma mère, mais je ne veux pas tomber dans les conclusions en pensant que c'était X ou Y. Donc voilà, je voulais juste vous interpeller en fait. Vraiment, la seule personne qui aurait pu résoudre mon histoire, c'était Jésus. J'ai donné ma vie à Christ par la suite. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me porte très bien. Donc voilà, c'était l'histoire que je voulais partager. Donc, passez une très belle journée. Et puis, par la grâce de Dieu, c'est que je reviendrai pour partager notre histoire. Désolée si mon histoire est longue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour, monsieur. Je vous suis il n'y a pas tellement longtemps de cela et j'ai été vraiment captivé par certaines histoires que j'ai écoutées. En particulier l'histoire d'une dame qui racontait son vécu concernant cette paralysie du sommeil. Et voilà. Et c'est une petite histoire que je vais vous raconter. En fait, j'ai été moi-même victime de cette paralysie du sommeil. Donc l'histoire c'est la suivante. En fait, je vis seul. J'ai une femme et un enfant mais qui ne vivent pas avec moi. Donc j'ai pour habitude de vivre seul dans la maison. Voilà, je quitte le travail assez tard et je rentre vraiment assez tard aussi. On peut dire 22h, 23h. Moi je suis ivoirien. Et un jour comme ça, je suis rentré du travail très fatigué. Voilà, j'ai acheté la nourriture, je suis venu, j'ai mangé, j'ai fermé la porte et tout, voilà. Et je me suis endormi dans le divan, laissant la télé allumée et j'étais couché sur le dos. Étant couché sur le dos, bon, je dormais normalement. Et tout d'un coup, dans mon sommeil, j'ai senti que j'étais bloqué en fait. Je ne comprenais pas ce qui arrivait, je sais pas. J'étais bloqué. Je veux me réveiller, je sens que je veux me réveiller, je suis conscient en moi, mais je ne bouge pas. Tout est bloqué sur moi. J'ai commencé à être paniqué, mais je n'arrive pas à bouger. Je veux crier, rien, je ne sais pas qui appeler, je n'arrivais pas à comprendre vraiment ce qui m'arrivait. C'était vraiment difficile pour moi. Et donc, j'ai essayé de prier, je fais des trucs, j'ai tout fait. C'est impossible de bouger. J'ai commencé à avoir peur, vraiment peur. Jusqu'à ce que j'ai une certaine force en moi, crier. Quand j'ai crié maman, c'est comme si j'ai été projeté du divan et je suis tombé sur la table du milieu. En fait, j'ai heurté la table, je suis tombé. Et tout d'un coup, je me suis réveillé, je regarde autour de moi, il n'y a rien, la lumière est allumée, la télé est allumée, je ne sais pas, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'étais étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Donc j'ai commencé à prier et je me suis rendormi, mais cette fois sur le ventre. Bon, après les jours sont passés et une deuxième fois encore, je suis venu me coucher. Et toujours dans le même divan, mais cette fois-ci j'étais couché sur le ventre. Et j'ai fait un rêve dans lequel il y avait des gens qu'il fallait éviter. C'était comme si on était dans la forêt. Et il fallait éviter certaines personnes. Et voilà. Et moi, je suis allé me loger dans une cachette où c'était comme un buisson. Quand je suis entré dans cette cachette-là, j'ai senti une odeur, bon, comme une odeur de corps. Bon, pas quand je dis corps humain, c'est pas un corps de composition, mais une odeur de sueur humaine. Surtout sueur masculine. Donc, j'étais là, je n'arrivais pas à comprendre. Un coup, j'ai senti mes pieds s'alourdir. Et je me suis rappelé que j'avais eu déjà ce sentiment-là. J'ai commencé à paniquer, mais cette fois, j'ai soulevé mes deux mains. J'ai formé un point et j'ai soulevé mes mains étant couché sur le ventre, mais j'ai soulevé mon buste en fait. Quand j'ai soulevé mon buste, j'ai essayé dans mon rêve de regarder en arrière et quand j'ai tourné la tête dans le rêve, j'ai vu une grande dame vêtue de blanche arrêtée à ma gauche et elle me regardait sans expression dans le visage, c'est-à-dire qu'elle n'avait aucune expression, mais elle me regardait. Et moi aussi je la regardais, j'ai pris peur et j'ai retenu mon visage. Je me suis concentré sur ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire que j'avais soulevé mon buste et j'avais formé les poings. Et j'ai dit que cette fois-ci là, tu ne vas pas me prendre. Je suis resté comme ça jusqu'à arriver un moment. Mes pieds se sont relâchés et j'ai regardé, la dame était partie. Donc je n'arrivais pas à comprendre comment se fait-il que dans un rêve, je puisse sentir quelque chose comme si c'était réel en fait. Et j'ai commencé à savoir que... Bon, je me suis dit que peut-être que c'est la maison dans laquelle je suis parce que depuis que j'ai aménagé dans cette maison, c'est bizarre. Je ne vis pas là-bas assez. Si j'ai trop vécu dans cette maison, peut-être à une ou deux fois, ou 3 fois par semaine, vu que je travaille assez. Mais à chaque fois, il y a des choses comme ça qui m'arrivent. Donc, j'ai commencé parfois à allumer de l'encens dans la maison et tout ça, pour ne pas être confronté à ce genre de choses, parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Et voilà un peu l'histoire que je voudrais partager concernant cette histoire de paralysie du sommeil. C'est vraiment pénible, c'est vraiment très difficile à supporter. Ça fait vraiment peur. Et donc, je vous remercie. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la... Salut DMG, salut à toute la famille, j'espère que vous allez bien, sinon ici ça va bien tranquille. Merci de commenter, de partager, de liker, franchement ce qui donne la force au mouvement, vu qu'à chaque fois c'est des lives, c'est téléchargement des vocaux, franchement c'est pas facile. Et merci aussi à ceux qui ont le courage de raconter leurs histoires, surtout ceux qui racontent leurs histoires personnelles, vu que bon, c'est pas du tout facile, mais comme vous avez toujours le courage de partager pour pouvoir édifier d'autres personnes, franchement, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci. Franchement, DMG, ça c'est un très 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 bon travail. Voilà. Ça, bon, vous dépassez un docteur, parce que ça, là, vous êtes en train de sauver des vies que le docteur même ne peut pas sauver. Voilà, donc, et je suis là pour raconter une autre histoire, parce que j'avais raconté une histoire le mois passé, mais je n'ai pas encore rencontré ça. Je ne sais pas si ça a été publié. Voilà. C'est comme je disais dans ma dernière histoire là, mon père c'est un Burkinabé, ma maman c'est une Togolaise. Donc je suis le mix des deux, souvent ici au Burkina, souvent ici au Togo. Donc l'histoire que je vais raconter là, ça s'est passé au Togo, dans la famille de ma maman. Franchement, les grandes sœurs, les grands frères, la sorcellerie africaine, ça existe. Ça existe vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je ne vais pas... Bon, au fait, la base c'est clair et c'est net, tout le monde voit, mais personne n'a la solution. Je ne sais même pas leur mot de vie là, c'est comment. Voilà, actuellement, vu la situation du Burkina, les terroristes là nous ont délogés, donc actuellement ma famille est là-bas, mais moi je ne suis pas là-bas, je suis au Burkina. Voilà. Et l'histoire c'est comment? Ma grand-mère vit toujours, ça veut dire la maman de ma maman, elle vit toujours, elle est dans les 85 ans comme ça. Voilà. Donc depuis l'an 2000, les sorciers, ça veut dire tout le village là,
Tout le village, ce sont des sorciers seulement. Tout, même les jeunes, les enfants, tu ne sais même pas qui est qui, tout, ce sont des sorciers seulement. Donc, depuis l'an 2000, ils ont essayé de transmettre la sorcellerie là, à ma grand-mère. Donc, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Quand on lui donne la nourriture, il prend, il jette la cola, il ne mange pas, tout. Donc, ils ont lancé des sorts, genre des serpents, des scorpions. Quand ce scorpion le pique comme ça, là, ça peut faire des semaines, des mois, ça ne finit même pas, mais pas fini, ça finit. Mais dernièrement, là, on a lancé un sort aux cuisses et bon, ça l'a tellement déstabilisé que actuellement là, elle boite. Actuellement, là, elle boite. Donc, comme ils ont essayé de la transmettre, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de suivre maintenant ses enfants. Et c'est là que l'histoire commence. C'est un jour, bon, ça concerne mon oncle, le petit frère direct de ma maman. Et un jour, ils étaient couchés dans la chambre avec sa femme, avec ses enfants. Et sa femme a fait un rêve. Et dans le rêve, il y a 3 vieilles qui étaient venues pousser la porte pour entrer à l'intérieur. Et la femme était à l'intérieur en train de pousser la porte pour ne pas qu'ils puissent rentrer. Donc finalement, comme ils étaient 3, elles ont pu pousser. Au moment de rentrer, la femme a sursauté, elle s'est réveillée. Et elle a vu un chat qui courait dans la chambre et le chat est sorti. Elle a réveillé son mari et bon, elle a vu le sang sur le lit. Elle a demandé à son mari à savoir si le sang là vient d'où. Son mari a dit que lui, il ne sait pas. Bon, il a vu qu'il y a son dos qui grattait, donc il a essayé de voir. Il a vu qu'il y a une petite, on dirait quand on pique un seringue et puis le petit trou qu'il y a là, c'est là-bas le sang a sorti. Mais bon, comme ça ne faisait pas mal, ça ne faisait rien, bon, ils n'ont pas pris ça au sérieux, ils ont laissé ça comme ça. Donc 2 jours après, l'oncle partait dans la grande ville. Sur la route, il a fait un accident. Quelque chose l'a pas cogné, il n'a pas cogné quelqu'un, il est tombé comme ça. Quand il est tombé aussi, il n'a pas eu blessure comme ça, mais c'est la moto qui s'est renversée sur son dos. Où il y avait eu piqûre de trucs là. La moto là est tombée là-bas et le chapeau a brûlé son épaule et collé avec son bras. Tellement ça a brûlé. Je dis, ça pouvait atteindre le bout de seau là. Quand tu prenais un seau même, tu mets ça, on dirait ça ne peut pas. Non, ça avait tellement brûlé que on l'a mené à l'hôpital. Bon, il a repris ses sens, on l'a bandé et puis il est revenu à la maison. Bon, lui aussi, c'était pas un chrétien, c'était pas un musulman. Donc, il s'est levé, débrouillé, il est parti chez les féticheurs. Bon, il a consulté. On a dit que non, que c'est les sorcières là de sa famille. Donc, comme ils ont essayé de suivre la maman, ils n'ont pas pu. Donc, ils ont essayé de les suivre maintenant. Et ils veulent leur vie à tout prix. Donc on l'a montré, c'est un truc qu'il devrait faire, il est revenu, il l'a fait, bon ça allait un peu. Maintenant les habits, les chaussures qu'il a fait accident avec ça là. Quand il rentrait dans la maison, il voit les chaussures se transformaient en chat et ça courait dans la maison là. Ça fait, première fois, il n'a pas prêté attention. Il a dit que peut-être il a halluciné quelque chose comme ça. Deuxième fois, même chose. Troisième fois, même chose. Donc, il a appelé pasteur. Pasteur est venu prier. Et puis, il a pris chaussures là, partir avec. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais avant ça, ils ont eu un enfant. Ils ont un enfant. Leur Benjamin, c'est quelqu'un, il est né circoncis. Voilà, il est né circoncis. C'est un garçon. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de personnes. Chez nous, on les appelle les génies. Voilà. Quand l'enfant là, lui, ne s'entendait jamais avec les vieilles du village là. Quand il voit une vieille seulement là, il l'insulte, il ramasse des cailloux, il lance, c'est comme ça, c'est là. C'est un enfant de 2 ans. Il lance, il fait tout. Surtout quand il voit un chat seulement là, oh là là, il peut lancer ce chat là jusqu'à mort. Donc c'était des signes comme ça. Ça veut dire c'est l'enfant là même qui les tenait. Sinon, qui les faisait peur au truc là, aux sorciers là. Sinon, depuis là, ils allaient atteindre l'oncle là. Donc, c'est quand il est parti chez les Marocains, on a dit que non, qu'il allait prêter attention aux gestes de l'enfant là, parce que depuis là, il guettait, mais c'est l'enfant là qui les bloquait. Donc, finalement, ils ont réussi à le faire. Excusez-moi, je suis à côté de l'aéroport, il y a des avions qui passent, donc j'ai dû mettre une pause.
Voilà. Donc, comme ils ont voulu tuer l'oncle, bon, l'accident là, c'était qu'il meurt, quoi. Mais finalement, son esprit était un peu triste, donc il n'a pas pu. Donc, ils ont utilisé la plaie là maintenant comme pommade, pommade. À chaque fois, ils venaient là-bas, les sorciers là venaient là-bas puiser les pommades, aller se pommader. Donc, quand la plaie là commence à finir, et entre-temps, ça revient encore. Donc c'était comme ça pendant. Bon, vu que dans la famille aussi, il y avait un grand frère qui était féticheur, il soignait les gens, il faisait tout. Donc il a suivi les traitements comme ça traditionnels et que bon, dans une année comme ça, c'est fini. Voilà, mais ils n'ont pas laissé. Ils n'ont pas laissé le gars là. Il y a un mois de cela, le gars là venait, il est quitté en ville encore, il revenait. Voici la maison, c'était comme 100 mètres comme ça. Nous, on était assis dehors, on causait, on le voyait venir, mais entre-temps, on a vu la gazé-moutou là, il ne laisse plus gars là jusqu'à qu'elle est venue coigner une maison. Une casse-pile est tombée. Ah, on est parti l'aider à se lever, on a demandé pourquoi tu relèves un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que non, que quand il est arrivé à côté là, il y a eu un lion qui l'a poursuivi et donc il a dû perdre le contrôle et il ne savait pas comment faire. Mais malheureusement, il n'était pas blessé. On l'a aidé. Bon, on n'a pas pu ça d'une manière truc comme ça. Voilà. Mais dernièrement, là, aujourd'hui, nous sommes au 5 septembre. Je ne sais pas, c'est le premier ou bien c'est le 3 là. Il m'a envoyé les photos là. Ça veut dire qu'il est parti en ville encore. Il a déposé sa moto, rentré dans un restaurant. C'est pas au bord du goudron, hein, dans les 6 mètres là. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et un titan est sorti de nulle part, venir cogner un mur, casser le mur, passer, aller venir cogner la moto, mettre dans les punais, puis casser la moto, la broyer tout. J'ai dit, ça ne peut même pas peser. Même ceux qui vendent les fers là, ça ne peut même pas peser. Heureusement que l'oncle n'était pas à côté du moto. C'est là, on l'a ramené à la maison. Bon, l'oncle n'a plus de moto, il est sorti. On a dit que non, que heureusement qu'il n'était pas à côté du moto. Sinon, c'est lui-même qu'on voulait. C'est pas la moto même qu'on voulait. C'est lui-même qu'on voulait. Donc, le dernier événement, là, ça ne dépasse pas 3 jours de cela. Donc, on ne sait pas ce qui suit encore. Là, c'est compliqué. Voilà. Et dans la même famille, son grand frère, il y a 2 mois de cela qu'il est mort. Ça veut dire le grand frère direct encore de ma maman. Lui, il est mort comment? Lui, c'était un pasteur, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Il était quitté à une séance de prière et puis il est revenu à la maison. Il a demandé à sa femme de préparer. Donc, il était sorti s'asseoir dehors. Donc, il était là assis. Entre-temps, il a crié « Waouh !» Sa femme était à l'intérieur, il a entendu. Elle est sortie demander à son mari qu'est-ce qui se passe. Son mari dit que non, que lui, il a entendu. Quand il était là, il a vu, on dirait il y a quelqu'un qui est venu taper sa tête. Excusez-moi encore, c'est comme je dis, ce sont des avions qui passent, c'est pourquoi je fais des pauses. Donc, la dame sort l'a demandé, elle dit que non, qu'il était assis, on dirait il y a quelqu'un qui est venu taper sa tête avec un bois. Quand il a dit ça, automatiquement, le gars s'est levé, il a commencé à marcher vers l'ouest. Sa femme a couru aller le rattraper puis le ramener. Et il a piqué fièvre comme ça, on l'a amené à l'hôpital et ça n'a pas fait 2 heures, le gars est décédé là-bas. Donc, quand on l'a amené dans les 2 heures là, j'ai dit, la sueur qui a coulé avant que le gars là meure, même là, ça pouvait remplir une barrique. Franchement, on est revenu l'enterrer comme ça. Comme c'était un chrétien, ils n'ont pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Mais après tout, son petit frère est sorti. On a dit que non, que c'est les sorciers là qui sont venus le taper la tête. Donc, pourquoi lui, il est là dans le quartier là, c'est lui, il dit qu'il le connaît, prier sur les gens, quoi, tout. Tu vois, non. C'était gens comme ça. Le gars là aussi est parti tranquillement comme ça. Donc, dans la famille, là, franchement, il y a des sorciers qui suivent. Au fait, dans le village, là même, là, partout, c'est la sorcellerie. Partout. Toutes les vieilles. J'ai dit, quand tu marches, tu croises une vieille comme ça, même là, tu sais que celle-là, elle n'est pas seule. Il y a un arbre même dans la grande famille, là, l'arbre là dépasse 70 ans, il est attiré. Ce sont des arbres que les branches là ont des racines jusqu'en bas, là. C'est là-bas, ils font toutes les réunions la nuit. C'est là-bas, ils ont attaché le succès des jeunes. Et dernièrement, là, ils ont dit qu'ils ont attaché 20 jeunes du village qu'ils veulent tuer.
Donc, il y a 3 qui sont déjà partis. Maintenant, on ne sait pas les suites, c'est qui. Mais les gens les connaissent. Les gens connaissent ces sorcières-là, vis-à-vis, net. Mais personne ne sait quoi faire. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Donc, actuellement, là, tout est paniqué là-bas. Ça n'a pas commencé actuellement même. Je ne sais même pas comment ces gens-là font pour vivre là-bas. Franchement, quand moi je pars là-bas, je fais 1 semaine, 2 semaines, je pars. Franchement, quand je vois les situations des gens là-bas, et des jeunes qui meurent d'une manière, même si tu ne sais pas, tu peux t'asseoir avec un jeune et d'ici le soir, là, et on te dit qu'il est décédé. Pareil, soit il y a un accident, soit il est parti tomber dans le puits, soit il dit qu'il a mal à la tête, c'est fini comme ça pour lui. Bon, c'est des trucs comme ça. Les vieux là, on les connaît. Mais rien à faire. Rien. Les gens les regardent comme ça seulement. Franchement, la sorcellerie africaine, ça existe vraiment. Ça existe. Moi, j'ai vu avec mes propres yeux ce qui s'est passé là-bas. Actuellement, on poursuit l'oncle là toujours. Donc, et on ne sait pas ce qui sera la suite. Mais je ne sais pas. Voilà. Et je ne sais pas ce que sera la leçon de morale ici, mais je prie, ce que je tenais à dire, c'est que chacun prie et se protège, c'est tout. Si tu es chrétien, tu es musulman, prie beaucoup pour ta protection, ta propre protection d'abord. Si tu es africain aussi, mon frère, fais tous tes sacrifices pour pouvoir te protéger. On n'a pas dit d'aller sacrifier quelqu'un. On n'a pas dit d'aller verser sang de quelqu'un. On n'a pas dit d'amener le nom de quelqu'un chez un féticheur pour qu'on le fasse quoi que ce soit. On n'a pas dit d'en vouloir quelqu'un. Mais il faut aller faire tout ton possible pour pouvoir te protéger. Actuellement, là, c'est ça. Moi, je ne savais pas qu'on peut percer la main de quelqu'un spirituellement. Quand tu prends l'argent seulement, ça tombe. Tout l'argent, même si on te donne 1 million là, tu peux rien faire avec. Moi, j'ai vu ça, tout ça là, avec mes propres yeux. J'ai 22 ans, mais actuellement, ce que j'ai vu là-bas là, franchement, ce n'est pas possible, ce n'est même pas la peine. Voilà, donc que chacun prie de son côté pour sa propre protection d'abord. Voilà. Beaucoup de jeunes de nos jours là sont bloqués et certains fument, certains se droguent, certains suivent des femmes bizarrement, certains sont là, ils n'ont rien à faire juste à cause de la sorcellerie. On les a attachés à quelque part d'une manière comme ça et c'est verrouillé, on ne sait même pas. Voilà, donc que chacun prie pour sa protection de son enfant et pour lui-même. Voilà, que Dieu nous aide. Sinon, franchement, ce n'est pas simple. Franchement, ce n'est pas simple. Sinon, moi, je peux dire que je suis en train de suivre une formation spirituelle en vie, c'est que tout ce que je vois et les histoires que j'écoute chaque jour, je télécharge ça seulement, c'est rempli mon portable comme ça, c'est ça seulement qui sont mes sons même. Voilà, donc je suis pas sûr qu'une telle situation va m'arriver et puis je n'aurai pas une solution en tant que telle. Même si je sors dehors actuellement là, même si quelqu'un me salue et puis je le connais pas d'où, je prends ça bizarrement, on parle pas de tendre ma main même. Franchement, le dehors là, on sait jamais. Voilà, donc chacun prend ses gardes, prier beaucoup. Voilà, merci beaucoup DMG, merci beaucoup. Voilà, l'histoire que je viens de raconter là, c'est pas que c'est l'histoire de 2017-2018, hein, c'est à partir de 2020 là que ça a commencé jusqu'à l'heure là, ça continue. Voilà, donc chacun prie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Et la deuxième histoire, je m'ennuyais. En fait, je m'ennuyais et tout. Je m'ennuyais et une idée me vient. Va un peu enlever. Il y avait une vieille maman, très très vieille, âgée, vraiment vers les 90 ans. Mais vous savez, quand une vieille très vieille, elle fait un peu rire. Et cette femme, généralement, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient autour d'elle, la taquiner. Des fois, elle faisait rire les enfants. Des fois, il y avait aussi des grandes personnes qui venaient pour la faire parler. Elle était drôle, quoi. Et moi, je dis, bon, puisque je m'ennuie, l'idée qui me vient, pas une bonne idée, bien sûr. L'idée qui me vient, je dis, bon, l'idée me dit, va enlever un peu quelques bouts. Elle avait un petit jardin où il y avait du manioc, du maïs. Et le cœur me dit, va enlever un peu quelques trucs de manioc. Et puis, pour qu'elle parle et tout, voilà. Je dis, oui, pourquoi pas.
je pars chercher mes combis. Donc, je pars chercher mes copines. Donc, les nièces de monsieur que j'étais allée jeter les cailloux et les bois sur sa tombe, donc ces petits-enfants qui étaient mes copines, je vais les chercher. Je dis, c'était deux. Je dis, ben attendez, voilà. Elle dit, oui, nous, on s'en est chaud. Allons. On part. On enlève. Quand on enlève, on se rend compte qu'elle est arrivée. Mais on enlevait plus que ce qu'on disait qu'on allait faire, quoi. Par exemple, on n'allait pas enlever 3. Mais arrivé là-bas, on enlevait peut-être 10 comme ça. On enlevait peut-être 10, quand même beaucoup. Donc, ça nous a nous-mêmes choqués. Ben, quand on la voit venir, elle crie. Oh! Tout ce qu'elle avait dans les mains, c'est tombé. Nous, on se met à fuir. On court. Je cours, on va vite à la rivière, on va à la pompe. On fait semblant. On fait semblant de se laver pour dire que ouais. Et les autres nous ont dit, ben, ça sert à rien de se laver. Hein. On vous a vu. Hein. On vous a vu. Aïe. Le cœur commence à battre. Et là, on se rend compte que quand même, là, l'idée n'était pas bonne. Ce qu'on a fait n'est pas bien. Et là, franchement, on commence à regretter. Déjà, moi, je commence à regretter. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et tout, vraiment, qu'est-ce qui m'a pris? Je m'en voulais. Et là, quand je rentre à la maison, je dis non. Ma mère était au courant. Comme c'était une femme assez douce, elle ne parlait pas beaucoup. Elle était très douce, très calme et tout. On me dit, bon là, ce que tu as fait là, c'est grave. J'attends ton père. Voilà, j'attends ton père. Parce que là, c'est lui-même qui va te corriger aujourd'hui. Il va te frapper. Hey! Quand j'entends ça, je dis, mon Dieu, mon cœur est fini. Et mon frère vient là-bas. J'ai été trahi. Et mon frère, là, c'était le genre de frère que, hey, tu fais quoi que ce soit, peu importe les jours que ça va faire, il va te trahir. Il était comme ça. Un Judas. Ah, peu importe les jours, il va te trahir. Il était comme ça. Il est même toujours. Bref. Comme j'étais triste maintenant, j'étais mal. Je pars, aller encore rester à côté de la tombe de mon frère, donc mon petit frère qui est décédé. Je vais le retrouver là-bas et je suis assise. Je commence à lui parler et tout. Je dis, et les copines que j'avais appelées, elles aussi, elles viennent. Je commence à parler à mon frère. Elle aussi, elle veut répéter comme moi. Je leur dis non. Moi, je veux parler à mon frère. Il faut que mon frère m'aide. Et puis, elle aussi, elle veut parler à mon frère. Je dis non. Vous ne pouvez pas parler à mon frère. Il ne vous connaît pas. Voilà vos parents qui sont décédés. Va les voir, allez-y les voir. Ils vont vous aider. Allez-y les parler pour qu'ils vous aident. Mais tu ne peux pas demander à mon frère, à moi, il ne va pas t'aider, il ne va pas vous aider. Et tout, elles se sont levées. En même temps, on est venu les chercher. Ça n'a même pas duré. J'ai entendu comment on est en train de les taper. Oh yo. On leur a tapé comme jamais. Et j'étais là avec mon frère. Je commence à parler à mon frère. Je dis, ouais, je regrette. Hein. Ce que j'ai fait n'est pas bien. Je regrette et tout. Et tout, mon frère, s'il te plaît, aide-moi. Je vous jure que je voyais mon frère qui venait là-bas. Tu vois le genre de sourire. Je vais te trahir ce soir. Et la maman en question, la vieille dame en question, elle venait faire les tours. Elle dit, Tata est déjà arrivé. Il est déjà arrivé, Tata. Et maman lui répond, elle dit non. Donc elle faisait des tours
pour voir à quelle heure papa, il devait arriver. Je dis, hé, là, je suis foutue, quoi. Je suis foutue, j'étais mal. Je regrettais. En plus, c'est moi qui a commencé tout ça. J'ai dit non, j'ai pas d'excuses, vraiment. Mais j'avais peur de mon père. Parce que lui aussi, quand il me tapait là, aïe, pas pour rien, mais quand j'ai fait des bêtises, quoi. Et là, je dis à mon frère, s'il te plaît, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides. Je sais que ce que je fais est mauvais. Je te promets que je ne veux plus jamais refaire cela. Je ne veux plus jamais refaire cela. Mais je veux que tu m'aides, s'il te plaît. Je dis, s'il te plaît, je veux que maman, mon frère, la femme là, la maman là, tout le monde oublie. Oublie cette journée. Oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui là. Que ce jour n'existe même pas. Que les gens oublient. Je vous jure que c'est ce que j'ai demandé à mon frère. Je suis restée là-bas en train de parler, jusqu'à le soir était en train de tomber. Et c'est là où je lui ai dit, bon, moi je te laisse. Je suis partie à la maison. Donc, il était derrière, la maison familiale était juste devant et tout. Je suis partie à la maison. Et vu que tu sais ce que tu as fait, tu n'as pas la joie en fait. J'étais triste. J'étais là. Parce que je savais qu'à tout moment, ça va exploser. Et là, puisqu'on mangeait souvent ensemble, vers 20h, 21h, pas vers 21h, 20h, on fait la table et tout. Mon papa arrive, mon cœur commence encore à battre. Là, bientôt on va te trahir, bientôt. Non, mon cœur battait, j'avais peur. Et là, on se met à table, tout le monde commence à manger. Mais mon papa remarque que je ne mange pas. Il m'appelle par mon petit nom, il me dit, y a quoi, c'est quoi? Pourquoi tu es triste comme ça? Pourquoi tu es malade? Tu te sens pas bien? Vraiment, il était genre inquiet. Et là, je dis, hey, mon Dieu, c'est même là où mon frère là va me trahir. C'est là. Ma mère aussi, elle est là. Personne ne parle. Tellement je suis dépassée. Il me dit, tu ne manges pas? J'ai dit, non, je n'ai pas faim. Après, j'ai dit, j'ai envie d'aller dormir. Tellement j'avais la boule au ventre que bientôt, à tout moment, ça va exploser. Vous voyez, ce stress-là, cette peur-là, je l'avais dans le ventre. Et je dis, non, je vais aller dormir. Comme ça, quand ça va péter, ils viendront me chercher pour me taper. Je suis partie dormir. La vieille maman qui venait, qui faisait les tours, elle n'est plus venue. Ma maman, mon frère, personne, même les voisins, personne n'a parlé. Ah, je dors là. Après, le sommeil m'a attrapé. Boum, je dors, je me réveille. Je suis là, je me dis, non, c'est pas fini. Elle peut arriver. Et le jour-là, mon papa ne travaillait pas, le bâtard. Je vous jure qu'on a fait des jours et des jours jusqu'à quand j'ai grandi. Tout le monde avait comme si oublié, comme si tout le monde, ce jour n'avait pas existé. Et pourtant, je vous dis que c'est quand même grave ce que j'avais fait. Et mon frère, celui-là, même après 3 jours, il te trahit. Il n'oublie pas. Ma maman, la maman, là, elle même question, elle est venue. Je vous jure, jusqu'à on n'a plus jamais parlé de ça. Mais mon papa, on ne l'a jamais parlé de ça. Jusqu'à, quand ça a fait peut-être 4 jours, je suis allée dire à mon frère merci. Et je lui ai promis que je ne veux plus jamais faire un truc comme ça. Et puis, je n'ai plus jamais refait un truc pareil. Et la morale de l'histoire ici, c'est que des fois, quand les autres viennent te chercher, allons, il y a un truc. Généralement,
c'est vous qui lui suivez, c'est vous qui restez dans le trou. Et la deuxième aussi, c'est que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Oui, les morts ne sont pas morts. Parce que les morts, ils entendent. Parce que vraiment, la relation que j'avais avec mon frère quand j'étais petite, mais c'est comme si je parlais avec quelqu'un qui me répond comme ça. Donc, ce que je veux dire, les morts ne sont pas morts, quoi. Et merci d'avoir écouté mon histoire. Je reviendrai encore avec d'autres histoires, mais pour le moment, c'est ça. Je voulais d'abord vous raconter. C'est mon histoire, ce que j'ai vécu. Voilà, c'est toutes ces choses m'ont changé. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Vraiment, c'est ça. Merci beaucoup. Et soit bonne journée, bonne soirée à vous, à l'heure à laquelle vous allez écouter cette histoire. Encore merci DMG pour tout. Et encore merci et bonne journée à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Rendez-vous demain à 12h00 sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Partagez, invitez plus de personnes à venir se connecter, à venir raconter leur expérience aussi. Comme ça, on va être de plus en plus nombreux et avoir beaucoup plus d'histoires pour être sensibilisés et tout. Donc, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle vidéo.